Bonjour. Eh bien, comme vous pouvez le constater, nous avons là le nouveau bébé de Minilab. Alors, avant de commencer la présentation de l'appareil, je tenais très chaleureusement à remercier Gaston Billet, plus connu sous le pseudo de Tonton Gaston, qui a bien voulu m'envoyer cet appareil pour que je puisse en faire une vidéo et qu'ainsi DetectorNet puisse être le premier site peut-être à faire une vidéo sur le CTX 3030 de Minilab. Les remerciements étant faits, passons donc aux choses sérieuses. Voilà l'appareil, le fameux CTX 3030, ainsi monté et prêt à fonctionner. Alors autant vous dire que la qualité est présente. C'est un appareil qui est d'une qualité hors pair. Je dis bien haut de gamme. Bien sûr, ça a des inconvénients. Pour le monter, c'est pas simple. Vous avez ici un bas de canne, là, sur lequel vous accrochez le disque, comme on fait sur les autres appareils. Ce bas de canne remonte jusqu'à peu près à ce niveau-là. Il y a le câble que vous avez ici, qui est le câble du disque, qui rentre dans le bas de canne, comme chez Minilab, comme les systèmes VMS, les Track ou les Explorer, qui arrive ici et qui se connecte ensuite ici au boîtier. Donc, bon, ça ne se démonte pas tous les jours ou 3 fois par jour. L'appareil, une fois monté, on aimera bien le garder comme ça. L'appareil est long, vous pouvez le constater, dans l'état comme ceci, avec la tête comme ça, il fait 1,05 m. Le bas de canne et la tête seule font 95 cm. L'appareil se présente de la manière suivante, donc une tête, un bas de canne, une canne, et ensuite la gestion électronique de l'appareil ici, avec un écran, bien sûr, et tous les réglages qu'on trouve habituellement sur un écran. Les accus se trouvent à l'arrière de l'appareil. C'est une canne droite, comme vous pouvez le constater, une canne de commando. Certains aiment, certains n'aiment pas. Bon, Minilab a fait ce choix, on le respecte. Donc, canne commando, canne droite, avec à l'arrière, en bas, le bloc pile. Le bloc pile accu, ici, qui est avec du lithium, et qui a une autonomie de 13 heures, ce qui est quand même assez sympathique. 13 heures d'autonomie, d'autant que vous avez un écran couleur et une gestion GPS dedans qui consomme pas mal d'électricité. Donc là, vous avez 13 heures. Pour l'enlever, c'est très facile. Il suffit d'éclipser les deux crochets ici et vous le tirez et vous sortez. Là, vous avez donc le bloc pile, c'est le bloc pile lithium. Vous en avez un de rechange qui est livré avec, qui est le bloc pile de rechange. Alors là, c'est 8 piles alcaline ou 8 accus NiMH. Ça pèse davantage ça que ça, mais c'est quand même lourd. Hein. Bon, mais ça vous permet en 2 secondes de mettre des accus sur votre appareil. Mais, parce qu'il y a un mais, je vais vous donner un conseil, c'est l'expérience qui me le fait dire, c'est que là vous avez une gorge ici, dans laquelle s'emboîte le boîtier pile, avec un joint qui est rouge dessous. Ce joint ne tient pas bien, donc quand vous allez changer, si vous tombez en rade d'accu, quand vous allez changer les accus à la plage par exemple, faites attention en sortant ça de ne pas tomber le joint. Mais surtout, la gorge est profonde. Faites attention de ne pas mettre de sable. Si vous mettez du sable dans la gorge, il va perdre l'étanchéité l'appareil. Quand vous allez serrer, ça va marquer le joint et l'appareil perdra l'étanchéité. Donc pensez-y, c'est pas fragile, pas du tout. Mais il faut faire très attention, il faut être méticuleux quand vous allez changer vos accus sur la plage. Notamment, pour le remettre, il faut aiguiller, il faut que Minilab soit bien lu, de droit et non pas à l'envers, parce qu'il y a une broche, il y a un compartiment avec des broches, et si vous le ratez, vous allez abîmer la connectique. Là, il se ferme comme ceci, voilà, là et là. Et là, voilà, c'est monté, c'est de bonne facture, aucun problème. Ensuite, au-dessus, vous avez un module de gestion du son.
C'est ce module qui vous permet d'avoir le casque sans fil. Avec ce module-là, il y a une liaison entre les deux, avec ce module-là, que vous mettez soit en ceinture, ici, avec ça, mais attention de ne pas le perdre, parce que quand vous vous baissez, il peut se déclipser. Le mieux, c'est de le mettre dans une poche, et vous reliez votre casque avec le fil du casque là. Donc en fait, vous n'avez pas de fil qui se balade sur le terrain, et c'est quand même fort agréable quand on est habitué à ça, de ne pas revenir avec un fil qui se balade. Voilà, ça c'est le deuxième point. L'appareil est comme je le disais, d'excellente qualité. La canne paraît être en fibre de verre. Elle est solide. C'est lourd. C'est lourd. C'est un appareil qui fait son poids, bien sûr, comme tous les Minilab d'ailleurs. Mais bon, ils n'ont pas léger celui-là, donc il fait 150 ou 200 grammes de plus que l'Itrac. La tête, par contre, elle est légère. Et donc il permet une détection agréable. Ça, quand je disais tout à l'heure, la canne droite, il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Mais bien sûr, ça fait un déport la canne droite, ce qui fait que si vous perdez la sangle là, vous ne pouvez plus, parce que votre appareil, vous voyez, donc cette sangle est indispensable. Hein. Ceci dit, ceux qui sont habitués aux Itrac, aux Explorer, connaissent ça. Voilà, donc on a un appareil d'une très grande qualité. Si on passe à l'écran, c'est un écran couleur. Bon, c'est un plus. C'est mieux aujourd'hui d'avoir de la couleur que du noir et blanc. Mais encore que, sur un détecteur, ça ne me paraissait pas réellement indispensable. Mais il y est, c'est bien. C'est peut-être ça qui fait monter le prix aussi, hein, parce qu'un écran couleur de la qualité de celui-là, c'est pas donné. Si vous y rejoignez un GPS dedans, c'est pas donné non plus. Peut-être qu'effectivement, sans cet écran et sans le GPS, on peut avoir un appareil moins cher. Mais enfin, mon Minilab a fait ce choix, c'est comme ça. La gestion de l'écran couleur et la gestion du GPS consomment énormément. Et je suis persuadé que sans cet écran couleur et sans le GPS, l'autonomie serait passée de 13 heures à 25 heures. Très certainement, quelque chose comme ça. Alors, ensuite, le bas de canne, bien sûr, il avance, il recule en ouvrant ici cette poignée. Voilà, vous la fermez, vous ouvrez, et l'appareil, vous voyez, avance, recule, etc. Donc, voilà. La tête, c'est à peu près la même tête que l'Itrac, elle a 4 branches qui permettent une grande rigidité. Parce qu'il vous faut savoir que plus une tête est grande, moins elle est rigide. Quand vous détectez, au moindre choc, elle vibre. Et bien celle-là, avec cette tête ici, ce bras-là, et ces 4 branches ici, vont empêcher la tête de vibrer. Donc elle va détecter tout le temps. C'est un plus, il faut le savoir. L'écran, bon, donc je vous ai dit, c'est un écran couleur d'une grande qualité. Je vais donc allumer l'appareil, parce que sous cet assemblage qui fait que cet appareil est quand même une petite merveille, d'abord il est beau, il a un beau design, mais bon, chaque fois qu'on rajoute quelque chose, par exemple la gestion du son a été rajoutée, je pense, pour améliorer le design de l'arrière. Mais si vous enlevez ça, vous enlevez 150 grammes, vous comprenez? Et ça aurait pu être fait différemment. Mais bon, toujours pareil, c'est le choix. Le choix de Minilab, c'est pas de gagner sur le poids. Le choix de Minilab, c'est de faire des beaux produits, de faire de la qualité, et puis après, on fait avec. Donc, au niveau de la détection, et l'appareil, vous le prenez en main, il est quand même relativement bien équilibré, mais bon, son poids, à la longue, il finira par peser, quoi, hein. Mais voilà, donc on se retrouve avec, après la conception du Minilab classique, vous arrivez donc avec un moteur dedans, si l'on peut dire, qui ressemble étrangement à celui de l'Itrac. Je vais l'allumer, et ceux qui connaissaient l'Itrac et les Explorers vont reconnaître les sons. Les sons, vous allez voir, donc j'allume l'appareil. Il faut faire attention, quand vous allumez l'appareil, comme sur les Itrac et comme sur les Explorers, une touche brève, vous allumez l'appareil, une touche longue, vous faites un reset de l'appareil. Hein. Donc, si vous avez des programmes après dedans, donc on allume l'appareil. Vous avez le logo Minilab qui apparaît ici, et vous avez
le seuil sonore. Voilà, donc là vous avez l'écran. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'explication des programmes parce que c'est très très complexe. Il y en a des pages et des pages là, il y a 70 pages, 69 pages de mode d'emploi. Donc je ne peux pas rentrer, vous comprendrez, dans les programmes au niveau de l'explication de la vidéo, ce serait trop complexe pour les gens. C'est une présentation sommaire. Après cette présentation sommaire, je ferai une présentation sur le terrain, sur mes cibles en terrain que je fais habituellement, que l'appareil devrait trouver sans problème. Et puis après, eh bien, ceux qui achèteront ce joujou feront joujou avec, hein. Ils auront de quoi apprendre et passer les nuits d'hiver à potasser le mode d'emploi parce qu'il y en a beaucoup, hein, parce qu'il y a toute la gestion de la détection, mais il y a aussi la gestion de l'utilisation du GPS. Donc, mais c'est intéressant. Voilà. Donc, l'appareil est allumé. Il a un léger seuil sonore que vous ne devez peut-être pas entendre, mais je ne sais pas. Après, vous pouvez régler ce seuil sonore comme vous voulez. Vous pouvez régler votre discret comme vous la souhaitez. Il est multiton, comme tous les mini-labs de ce type, FBS. Et il a quand même un avantage, c'est que dans le multiton, il a une qualité sonore qui est quand même typique à Minilab, qui est irréprochable. Là, j'ai 5 monnaies, j'ai un Napoléon, j'ai un As de Nîmes, j'ai un 2 euros, j'ai un Louis XIII et j'ai une 10 centimes d'euros. Les 5 monnaies donnent un son différent toutes les 5. Donc il y a une richesse sonore qu'il faut reconnaître, qui est bien maîtrisée par le fabricant. Donc je vais vous faire écouter les sons. Voilà les 10 centimes d'euros. Voilà le double tournois. Voilà la pièce de 2 euros. Voilà l'As de Nîmes. Et voilà le Napoléon. Comme vous pouvez le constater, il y a une très grande richesse sur les sons, ce qui est le point fort de la marque. On a l'impression qu'on aurait 10 monnaies, elles sonneraient encore différemment, pour vous dire à quel point ça peut être intéressant. Mais il faut savoir aussi qu'on peut paramétrer ces sons. Là, vous partez sur du multiton, vous avez 5 monnaies avec 5 types de sons, mais si vous voulez, pour ceux qui ne veulent que 2 tons, vous avez les graves des ferreux et le reste, c'est-à-dire aigu, pour l'ensemble des monnaies. Vous avez aussi la possibilité de régler la fréquence des sons. Autrement dit, le grave, vous pouvez le faire sonner le plus grave possible en descendant sur la fréquence, je ne sais plus combien c'est, autour de 60 peut-être. Et l'aigu, vous pouvez le monter au maximum pour éloigner le plus possible. Mais il faut savoir que ça a ses limites, parce que si c'est bien sur une table de salon, c'est plus compliqué quand vous êtes sur le terrain. Pourquoi? Eh bien, quand vous allez être en présence de gros ferreux, que l'appareil ne peut pas discriminer, ou de déchets que l'appareil ne peut pas discriminer, ou de faux signaux tout simplement, dus au réglage de l'appareil, eh bien, vous allez avoir que des signaux aigus. Vous n'allez pas avoir des faux signaux médiums. Donc vous allez avoir que des faux signaux aigus qui vont ressembler étrangement à des monnaies, puisque vous avez choisi que 2 tons, c'est les 2 tons qui sortiront ou graves ou aigus. Et dans ce cas, ce sera les aigus. Donc c'est à utiliser avec parcimonie sur des terrains assez propres. Sur des terrains pollués, attention, ce sera difficile. La discrete, c'est la discrete des Minilab FBS, c'est une discrete excellente. D'ailleurs même, on critiquait à l'époque cette discrete puisqu'on estimait qu'elle était trop silencieuse sur les ferreux. Regardez, l'appareil ne sonne pas sur les ferreux. Ah si, pardon. J'ai oublié quand j'ai fait le réglage de supprimer les ferreux. Donc là, elle sonne sur les ferreux. Et voyez que ce son est distinct des monnaies. Tout à l'heure, quand je vous ferai la vidéo sur le terrain, parce que là c'est trop compliqué, si je vais pour régler le son des ferreux, je vais perdre du temps, ça ne va pas le faire. Donc tout à l'heure sur le terrain, je réglerai les ferreux de façon qu'ils soient silencieux. Et le problème sera réglé. Donc là, on est en présence de tout métaux avec discrimination sonore. Donc vous avez les ferreux qui sonnent à un certain son, et toutes les autres cibles qui sonnent différemment.
Voilà le ferreux. Le ferreux, un son aigu chantant. Voyez. Tout le reste sonne différemment. Faut bien gérer. Mais moi j'ai choisi le maximum, l'amplitude la plus large pour les tonalités. Vous pouvez ensuite faire, dans les réglages, vous modifier cette latitude. Si vous estimez qu'il y a trop de sons, que vous n'arrivez pas à les mémoriser, il faut savoir quand même qu'il faut insister. Le cerveau est capable de tout mémoriser. Donc plus vous allez mémoriser des sons, une gamme de sons large, plus vous allez avoir une richesse dans le choix des cibles. Et donc il est important, il est même très important de se forcer pendant le début, quand on essaye un appareil, de le faire là où il a le plus de possibilités. Et se restreindre que plus tard si vous n'y arrivez pas. Mais en général, c'est rare, le cerveau arrive à mémoriser. Et là, la richesse des sons va vous permettre d'avoir un appareil très, très, très performant. Donc, voilà, moi, c'est ce que je conseille de faire. Alors ensuite, bon, mais comme sur ceux qui ont des iTrack ou ceux qui ont des Explorer, l'appareil est connu, il a toutes les fonctions qu'on peut souhaiter sur un appareil, il a 5 programmes d'usine, il y a un programme monnaie, il y a un programme sable, plage, il y a un programme ferreux, un programme déchets, enfin bref, vous choisissez le programme qui vous convient d'usine. Il faut savoir aussi que sur ce programme d'usine, vous pouvez régler la sensibilité, c'est-à-dire que vous pouvez monter ou baisser la sensibilité dans le programme d'usine. Autrement dit, bon, c'est pas bloqué, quoi, c'est quand même un avantage. Voilà, et vous avez 5 programmes à votre convenance personnalisés. Donc, vous pouvez prendre un programme d'usine, le valider, le transférer sur un programme personnel, et là, vous avez accès à toutes les fonctions, et vous pouvez régler les fonctions comme vous voulez. Vous avez la fonction rapide qui gagne en sélectivité. L'appareil devient rapide, moins puissant bien sûr, mais il devient rapide. Au niveau puissance, mais l'appareil, ceux qui ont les mini-labs de ce type-là, système FBS, avec l'iTrack en dernier, mais avec les Explorer avant, savent ce que ça veut dire puissance sur ces appareils-là. Ce sont des appareils qui sont puissants, même très puissants, et sur des zones minéralisées comme à la plage, ils ne perdent pas leur capacité de pénétrer le sol. Au contraire, ce sont des appareils qui souvent sont aussi puissants dans le sol qu'ils ne sont dans l'air, contrairement au VLF traditionnel. Donc, question puissance, mais c'est pas mal, hein. J'ai mesuré le Napoléon à 40 cm à peu près. Là il est fort. Oh, oui, vous voyez? Là, il les prend bien. Alors là, je fais à peu près à 40 cm, mais en allant sur des programmes personnalisés, on devra arriver encore plus loin. Voilà. Voilà, je vous ai donc présenté cet appareil qui me paraît être un excellent appareil, bien sûr, c'est pas ce que je veux dire. Si je devais tirer une conclusion là-dessus, je dirais que c'est dommage d'avoir fait un appareil aussi beau, aussi bien fini, aussi performant, mais aussi lourd. Voilà. Alors on me le reproche de le dire, mais moi, j'aime pas les appareils lourds. Voilà. Donc c'est bien dommage d'ailleurs. Il est bien équilibré quand même. Mais bon, celui qui fait 1m60 et qui pèse 55 kg, c'est tout. Voilà. À part ça, c'est une merveilleuse machine. Et je souhaite aux heureux acheteurs de prendre beaucoup de plaisir avec cet appareil. Alors, un dernier point que je n'ai pas donné, cet appareil est donné étanche à 3 mètres. Là, moi aussi, il y a la pub et l'aspect commercial d'un côté, il y a la réalité des faits de l'autre. 3 mètres, ce n'est pas une étanchéité. Il y a des normes pour l'étanchéité, ce n'est pas 3 mètres. Donc moi, si cet appareil, je l'achète, je le considérerai comme étanche au ruissellement, ce qui est déjà considérable. C'est-à-dire détecter sous la pluie avec, sans que ça pose le moindre problème. Maintenant, dans l'eau, avec tout ça recouvert d'eau, j'ai un appareil, moi, qui est étanche à 75 mètres, dont je ne citerai pas le nom, et en faisant de la détection simplement dans l'eau, debout, il a pris l'eau, par le boîtier pile. Donc là, le boîtier pile sera aussi, à mon sens, le point faible de l'appareil, parce qu'on va le démonter, et on va le remonter pour charger, décharger, changer, etc. Et ça, ce sera un point sur lequel il faudra être précautionneux, pour ne pas faire rentrer du sable. Je conseillerais aussi de graisser le joint torique avec de la graisse silicone
une fois qu'on l'a monté, avant de le remonter, je veux dire, mettre un peu de graisse silicone, etc. Voilà, c'est un appareil qui est une petite merveille, il est beau, il a un beau design. Voilà, je vous souhaite donc bien du plaisir avec le CTX 3030.